Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 5. La clé cliqueta dans la serrure et la porte s'entrebâilla sur un monde de pénombre. L'esprit encore monopolisé par les événements qu'il avait vécus le jour même, Rob glissa distraitement sa main le long du mur à l'intérieur de l'appartement, cherchant l'interrupteur du bout des doigts. En même temps que la lumière dans la pièce, jaillirent 3 ombres derrière le commissaire. Tout allait extrêmement vite. Bousculé sans ménagement, le policier perdit l'équilibre et gicla littéralement contre la porte qui s'ouvrit à grande volée et alla claquer contre le mur. Ne parvenant pas à se redresser, Rob termina sa course sur un fauteuil qui, par bonheur, se trouvait là. À moitié assommé, il se retourna sans trouver la force de se relever. Sa main vint rassurer son front endolori par le choc contre le dossier, pourtant rembourré du siège sur lequel il était présentement affalé. 3 hommes se trouvaient devant lui. 2 étaient armés et leurs canons pointeux sur Rob. Le commissaire reconnut le 3e. C'était Verdun, le bras droit de Marceau. Un jeune homme auquel le visage fin et le corps sculptural donnaient des allures de dieu grec. Il n'identifia pas les 2 autres, mais déduisit rapidement qu'il s'agissait de membres de la résistance. Les pensées du policier prirent fin à ce moment-là. Avec une rage indicible dans le regard, Verdun attrapa Rob par le cou et le redressa pour aller le coller contre le mur. « Espèce d'ordure, tu nous as trahis !» Un coup de tête sonna le policier et le jeune résistant relâcha son emprise. Le commissaire s'affala sur le sol tandis qu'un filet de sang coulait de son nez. Mais Verdun n'était pas décidé à lui laisser le moindre répit, et c'est à coups de pied dans le ventre qu'il continua sa triste besogne. « Que se passe-t-il » demanda une voix féminine semblant surgir de nulle part. Surpris, les 3 résistants virent sur le pas de la porte qui devait conduire à la chambre une femme en tenue de nuit, visiblement affolée. « Rien, chérie, » murmura Rob dans un effort incroyable. « Retourne te coucher. » Mais les 3 résistants ne l'entendaient pas de cette oreille, et Verdun, d'un geste de la tête, le fit comprendre au plus grand de ses comparses. Abaissant son arme, ce dernier d'un bond attrapa le bras de la nouvelle venue et l'accompagna d'autorité jusqu'au fauteuil contre lequel son mari s'était écrasé quelques instants plus tôt. « Laissez-la » hurla Rob, qui semblait retrouver des forces. « Toi, ta gueule » le coupa Verdun en lui expédiant un nouveau coup de pied qui lui coupa le souffle. Rob vit briller la lame du couteau que le jeune résistant venait d'extirper de sa poche. « Et si je faisais à ta femme ce que tu as fait à Marceau, hein ?» Verdun avait pris l'épouse de Rob par les cheveux et de la lame du couteau, il lui caressait le cou. « Tu n'es qu'un traître, sale flic, et quand j'aurai saigné ta femme, je m'occuperai de toi. » « Mais je n'ai rien fait. » protesta Rob. « Arrête, on t'a vu avec le SS qui a arrêté Marceau, et Marceau, on l'a retrouvé la tête éclatée. » La lame appuyait davantage sur le cou jusqu'à faire couler un peu de sang. « Mais je n'ai rien fait, je vous en supplie, croyez-moi. J'étais là quand ils ont tué Marceau, mais ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé, et je n'ai rien pu faire. » « Baliverne, c'est toi qui l'as donné. » Mais enfin, vous êtes fous, cela fait plus de 2 ans que je travaille avec vous. Pourquoi je vous trahirais maintenant? Rob tentait de se faire convaincant, mais Verdun ne voulait pas accorder de crédit à ses paroles, aveuglé par sa soif de vengeance. « C'est à toi de nous dire, ordure. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» Mais je n'ai rien fait, c'est un piège. Griffin Daimler veut vous tendre un piège, ne tombez pas dedans. »« Bah voyons, renchérit Verdun, puisque c'est ainsi, je vais te crever tout de suite. » Le jeune homme lâcha la femme de Rob pour s'en prendre au commissaire. À califourchon sur ce dernier, qui n'était toujours pas parvenu à se relever, le résistant approcha la lame de couteau.
Rob sut que sa dernière heure était venue. Attends, dit le résistant qui était resté un peu en retrait jusqu'à présent. Et s'il nous disait la vérité? Qu'est-ce qui t'arrive? Répondit Verdun en se relevant, abandonnant un court instant sa proie. Tu te dégonfles? Non, non, mais imagine que ce qu'il nous dit soit la vérité. Marceau avait une confiance aveugle en lui, souviens-toi, quand il en parlait. Et les renseignements qu'il nous a donnés... C'est vrai, intervient le troisième. Verdun, nous devons l'écouter. Verdun dut se résoudre à accepter la demande de ses collègues, et Rob put prendre le temps de relater les événements de la journée et comment le SS avait tué Marceau. Il me fait accuser la résistance du meurtre de Lucie Vermeau. C'est un moyen de vous décrédibiliser, de nous décrédibiliser. Pousser les gens à parler et de mettre la main sur l'un d'entre nous. Comment ça? Il pense que j'ai connaissance de certains noms, ou du moins des soupçons, et ces ordres ont été clairs. C'était un résistant qui doit être accusé. Il fait passer à sa rhétorique des terroristes et il met la main sur une mine d'informations. Ok, coupa Verdun qui, bien que demeurant méfiant, semblait sensible à l'histoire du policier. Et que fait-on alors? Rob fut rassuré par la tournure des événements. Il retrouva un peu de sérénité et de confiance en lui, bien que la violente douleur qui lui parcourait tout le corps lui troublât un peu l'esprit. J'ai un inspecteur sur le coup. Quand il aurait identifié l'assassin, je pense que j'ai une idée de ce que nous allons faire. Voilà ce que je vous propose. Soudain enflammé, le commissaire exposa son plan avec conviction. Les résistants furent rapidement convaincus, mais ils passèrent une partie de la nuit à régler les détails de l'opération. Quand ils se séparèrent, il n'y avait plus de nuages entre eux. Comme il s'engageait dans les escaliers à la suite de ses comparses, Verdun stoppa net et se ravisa. Il se retourna vers Rob, qui était demeuré sur le pas de la porte. « Je suis désolé, je m'excuse », lança-t-il avec sincérité. Rob ne répondit que d'un geste de la tête. Son ventre lui faisait encore trop mal pour qu'il puisse pardonner, et surtout, il avait eu horriblement peur pour sa vie et celle de sa femme. Une seule chose le préservait de la rancœur, la cause. La cause de la France était plus importante que l'inexpérience et le dérapage de Verdun. Rob en était persuadé. Malusier s'étira. La nuit avait été trop courte. Ne parvenant plus à fermer l'œil, il avait tourné en rond dans son appartement, attendant une heure raisonnable pour venir au commissariat. Assis devant son bureau alors qu'il n'était pas 8 heures du matin, il se préparait à mettre en pratique la technique Valentin, du nom du vieux commissaire à ce jour décédé, qui l'avait formé à Lyon et qui utilisait toujours cette méthode pour résoudre ses enquêtes les plus difficiles. Étalait devant lui une série de feuilles qu'il avait préparées avec minutie. Chacune d'entre elles reprenait un élément de son enquête. Ses observations lors des fouilles de l'appartement, ses impressions lors de son inspection de la cour intérieure, l'essentiel de ses entretiens avec Pigeon ou Madame Magnin, etc., etc. Le reste, ce n'était qu'un grand puzzle. Déplaçant les feuilles pour rapprocher les éléments pertinents, faisant des liens entre elles, rajoutant des informations ou des déductions en bas de chacune d'elles. Certes, la technique était encombrante et vue de l'extérieur donnait l'impression d'un joli foutoir bien peu organisé. Mais si tous les éléments étaient présents, la solution jaillissait souvent comme une évidence aux yeux du policier attentif. Pour cette fois, Malusier dut se rendre rapidement à l'évidence. Il n'avait pas encore toutes les informations utiles. Il se leva et fit les 100 pas dans le commissariat encore désert. Une idée lui traversa l'esprit. Il revint à son bureau, bougea 2 feuilles, fit correspondre l'interrogatoire de Vigeon avec les observations dans l'appartement de Lucie. Un rapprochement lui sauta aux yeux. La paire de bottes qu'il avait vue dans la chambre de Vigeon et la trace de pas sur la chaise de la cuisine. Léger, bien trop léger. Pas de mobile apparent, pas de preuve que l'empreinte de la botte correspondait. Peut-être, est-ce que cela vaudrait le coup de vérifier? Mais c'était engager une action sur des éléments bien trop fragiles. Et puis, quelque chose le gênait sans qu'il ne sache vraiment quoi. Il soupira, tout cela ne le conduisait nulle part. Il glissa la main dans sa poche et sentit un objet. Il ressortit la pièce qu'il avait trouvée dans la cour. Un petit sourire. Et seulement cela pouvait être une pièce porte-bonheur. Il la retourna et vit que son côté face n'était pas écrit en français. Il l'observa d'un peu plus près. Tunisie, 25 centimes, protectorat français 1914. Victor n'avait pas remarqué lorsqu'il l'avait trouvé son origine exotique. Il prit soin de noter cette remarque sur la feuille correspondante. Mais encore une fois, tout cela ne le menait pas bien loin. Il glissa la pièce dans un des tiroirs de son bureau. Bien.
pensa-t-il à haute voix. Reprenons chacun des éléments. L'appartement de Lucie, très bien rangé, sauf la bibliothèque. Quelqu'un a fouillé. Conclusion, l'assassin cherchait quelque chose. Il griffonna sa remarque au bas de la page. La cour intérieure. On voit la corniche le long de l'immeuble. Aucun doute possible. C'est en la longeant que l'assassin gagnait l'appartement. Entretien avec Fusion. Personnage mal à l'aise et méfiant. La corniche passe devant la fenêtre de sa chambre. Entretien avec Marie Magnin. Rien. Victor passa les feuilles une à une, mais une fois ce travail terminé, il n'eut guère plus d'éléments. Depuis la porte de son bureau, Rob l'interpella. Malusier redressa la tête et il réalisa seulement à ce moment que le temps s'était écoulé et que le commissariat s'était rempli. Il regarda sa montre. Il était presque 10 heures. Alors, Insista Rob agacé. vous venez ou il faut que je vous supplie? J'arrive, commissaire. Le jeune inspecteur rassembla précipitamment tous ses documents, les rangea dans une pochette en papier qu'il glissa dans le tiroir de son bureau par-dessus la pièce de monnaie. Mais que vous est-il arrivé? Demanda Malusier en constatant l'hématome sur le front du commissaire dès qu'il entra dans son bureau. Rien, rien. Répondit Rob sur un ton balançant entre l'agacement et la gêne. C'était un rien violent. Affirma Malusier, un brin provocateur. Rob se leva et contourna son bureau pour aller près de la fenêtre afin de cacher sa blessure et de pouvoir changer de sujet. Juste avant, il jugea toutefois bon de se justifier. Je me suis cogné dans un poteau. J'étais distrait. C'est suffisamment humiliant, ce n'est peut-être pas la peine de rajouter. D'accord. Bien, je voulais vous voir car j'aimerais savoir où vous en êtes de votre enquête. Nulle part, commissaire. Rob revint à son bureau en soupirant. Il prit machinalement un crayon de papier et joua avec pendant que Malusier continuait ses explications. J'ai déjà interrogé plusieurs personnes. Il me reste encore la famille Cassier à voir. Ils habitent juste en dessous de chez Lucie. Rob lui jeta un regard agacé. Pardon, de chez la victime. Pour les autres voisins, ils ne m'ont pas appris grand-chose. Les 2 petites chambres de bonne sous les toits, elles, sont vides. Je suis surpris, commissaire. D'ordinaire, vous êtes plus prompte. Vous n'avez aucun soupçon, aucune piste? Malusier marqua une petite pause. Hésitation, malaise. Finalement, il opta pour la sincérité. Pigeon ne me semble pas très clair. Je n'ai absolument aucun autre élément qu'une vague intuition contrecarrée par un certain malaise. Le commissaire se pura. Tout cela ne faisait guère son affaire, car son temps était compté. En l'état, de toute façon, il ne pouvait pas s'en ouvrir à l'inspecteur. Il prit acte de l'information en faisant un geste affirmatif de la tête. Tenez-moi au courant. Dit-il simplement en invitant Malusier à quitter le bureau. On lisait un véritable malaise dans les réponses mécaniques que faisait la femme aux questions de Malusier. Edith Cassier, dernière voisine de Lucie que l'inspecteur n'avait pas encore rencontrée, avait une quarantaine bien entamée et revendiquée sans complexe par chacune des rimes naissantes sur son visage. Les yeux verts, les cheveux noirs et longs, elle était campée devant sa porte et n'avait pas jugé nécessaire de faire entrer Victor plus avant dans l'appartement. Le policier ne s'en était nullement offusqué et avait commencé son interrogatoire par la question la plus banale qui soit. Dès qu'il avait expliqué les raisons de sa visite, la possibilité que Lucie Virmont ait été assassinée, la tension était montée d'un cran et une réelle méfiance était née chez Madame Cassier. « Je n'ai rien remarqué en tout cas, ça c'est certain. » Vous vivez seul? Demanda Victor qui connaissait déjà la réponse. « Non, » répondit Edith Cassier après un étrange instant d'hésitation. « Je vis avec mon mari et ma fille cadette. » Je peux les voir? Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Je pouvais repasser. Quand reprendront-ils? Vous allez perdre votre temps. Eux non plus ne savent rien. Malusier hocha la tête d'un air résigné, mais pourtant revint à l'attaque immédiatement. Je préférerais les entendre me le dire directement, si cela ne vous dérange pas trop. Quand seront-ils là? Madame Cassier fut véritablement irritée par l'insistance du jeune policier. Son visage se ferma encore davantage, prenant un rictus proche de la colère. Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Un bruit se fit entendre dans l'appartement derrière elle.
Vous n'êtes pas seul? Demanda Victor, inquisiteur. Édith Cassier disparut dans son appartement après avoir repoussé la porte sans toutefois la fermer. Victor n'hésita pas longtemps avant d'entrer à pas de loup à son tour dans l'appartement. Ce dernier était la copie conforme de celui d'Evermont, et Victor n'eut aucun mal à s'y retrouver. Il approcha de la cuisine et bientôt il perçut des chuchotements. Édith Cassier lui avait menti. Il colla son oreille à la porte, mais il n'entendait encore que des murmures incertains. Plus que sa curiosité, c'est son instinct qui parla. Plus que l'indiscrétion, c'est la vérité qui le guida. Il ouvrit la porte, apprêtant une phrase qui jamais n'eut le temps de sortir de sa bouche. Édith Cassier était en grand échange avec un jeune homme maigre d'une vingtaine d'années aux cheveux noirs. À l'arrivée du policier, la femme laissa paraître sa surprise, mais le garçon n'eut qu'un réflexe. Il bondit en direction du policier en hurlant « Salaud !» Sans comprendre ni avoir le temps d'y réagir, Malusier se trouva collé contre le mur. Il faillit perdre l'équilibre et se rattrapa de justesse à un guéridon qui trônait dans le couloir. Le temps de retrouver ses esprits, le jeune homme avait disparu du couloir et quitté l'appartement. Sans s'occuper une seconde de Madame Cassier, qui s'était écroulée en larmes, Victor se précipita à la poursuite du jeune fuyant. Dans les escaliers, il ne perçut que les bruits de pas qui résonnaient sur le bois des marches. Il était encore au premier palier lorsque la porte de l'immeuble claqua. Arrivé au rez-de-chaussée, le policier se précipita dans la rue. Cette dernière était déserte. Il y avait juste le soldat allemand qui montait la garde devant la commandante. Victor comprit de suite que son adversaire s'était enfui par la cour et en maugréant, il y courut. Mais cette dernière était tout aussi vive. Malusier se laissa aller à un geste de colère et poussa un juron. Tout cela ne le fit pas avancer. Il était presque à se résigner à remonter chez les Cassiers pour demander des explications à madame, lorsqu'un détail attira son attention. Près du mur, au fond de la cour, sous une rangée d'arbres, un petit buisson venait de trembler, alors qu'aucun vent ne l'avait chatouillé. Malusier s'en approcha avec méfiance. Bien lui en prit. Il n'en était qu'à 3 pas lorsque le fuyard en bondit et le bouscula une seconde fois avec encore plus de violence. Les deux hommes perdirent l'équilibre et roulèrent sur le sol. Surpris, Victor se retrouva rapidement en situation d'infériorité. Allongé sur le dos, avec son adversaire à genoux sur lui, il reçut un magistral coup de poing qui lui fit perdre ses esprits un court instant. Lorsqu'il retrouva le sens des réalités, ce fut pour voir l'ombre du jeune homme disparaître derrière le mur de la cour qu'il venait d'escalader. Malusier l'imita et la course reprit, cette fois dans les petites rues qui passaient derrière la propriété. Les passants qui se trouvaient là furent bousculés, mais l'écart entre les deux hommes se réduisait. Parvenu à l'angle d'une petite rue, le fuyard y bifurqua en direction de la gare. Malusier comprit immédiatement quel était son objectif, le TACO. Et en effet, il aperçut la vieille loco arrêtée, attendant de monter ses derniers passagers. Le jeune homme n'en était plus qu'à 1 mètre lorsque la machine souffla un grand coup, chassant une impressionnante volute de fumée. Elle s'ébranla lentement et il fallut un effort incroyable au fuyard pour agripper le dernier wagon. Victor plongea et parvint à attraper le veston du jeune homme, qui perdit tout équilibre et tomba au sol. L'avantage venait de se retourner. Malusier avait le dessus. C'est à ce moment qu'une patrouille allemande de 2 soldats apparut au bout de la rue, la même où le TACO avait disparu. Le jeune homme fut soudain terrifié. Il cessa de se défendre et fixa Malusier avec un regard suppliant. « Je vous en supplie, s'ils me prennent, je suis mort. »« Pardon ?» demanda Victor, surpris par ce changement d'attitude. « Laissez-moi partir. » Vous plaisantez? Au bout de la rue, les 2 soldats venaient de comprendre qu'il se passait quelque chose. Ils avaient déjà enlevé leur fusil de l'épaule. Le jeune homme les voyait s'approcher avec une terreur qui n'était pas feinte. Il tenta une dernière chose. « J'ai des informations pour votre enquête. Je sais des choses. Laissez-moi partir et je vous jure que je reprendrai contact avec vous. » Les Allemands s'étaient mis à courir. Il ne restait à l'inspecteur que quelques secondes pour se décider. Malusier relâcha son emprise. On vit l'espoir renaître sur le visage du jeune homme qui se dressa d'un bond et partit en courant dans la direction opposée. « Halte !» cria un des soldats en épaulant son arme. Mais ses paroles restèrent vaines. Pour l'empêcher de tirer, Victor s'interposa. « Ce n'est rien. » cria-t-il. « C'est un malentendu. Mais je fais partie de la police française. » Le second soldat reconnut l'inspecteur. Il posa sa main sur l'épaule de son collègue pour l'inviter à baisser son arme. Victor se frotta le front où de grosses perles de sueur coulaient lentement. Les 2 soldats étaient maintenant à hauteur de policiers. « Alors, inspecteur !» dit le plus âgé des 2, celui-là même qui avait reconnu Malusier. « Il va falloir nous expliquer. »
Victor allait devoir faire appel à son imagination. Il n'avait que quelques secondes pour inventer une histoire que ses interlocuteurs accepteraient sans rien trouver à redire. À suivre.